Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cécile Maréchal. Nous allons évoquer ensemble un sujet relativement passionnant et assez méconnu. Il s'agit des constellations familiales. Bonjour Cécile Maréchal. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement ce que sont les constellations familiales et puis leur objectif? Alors, les constellations familiales font partie des thérapies brèves et elles ont été remises au goût du jour par un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, qui est mort en 2019. Et ce monsieur a voyagé à travers le monde, a accompagné énormément de familles et il s'est rendu compte que par un jeu de placement dans l'espace, on avait accès à la grande âme d'un système familial et que dans ce système familial, chaque personne, chaque maillon était relié et interconnecté. Donc, comment se passe concrètement une constellation familiale? Elle peut se faire en groupe, mais aussi en individuel. Évidemment, pour une constellation de groupe, les personnes qui participent ne se connaissent pas entre elles. On ne vient pas non plus avec sa famille. On vient seul pour travailler le sujet qui nous intéresse. Et donc, si vous, par exemple, vous venez poser votre constellation, eh bien, vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous souhaitez travailler. Et en fonction de ce que vous allez me dire, je vais vous faire placer des représentants dans l'espace pour, par exemple, vous représenter un père, une grand-mère, je dis n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi un concept, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être une émotion. En fonction de ce que vous allez vouloir travailler, on va placer ces représentants. Et ces représentants, en étant positionnés, vont se transformer en antennes, c'est-à-dire que par leur corps, ils vont capter des émotions, des attitudes et des ressentis qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent directement à la personne ou au concept qu'ils représentent. Donc, ils se retrouvent branchés à la fréquence radio de ce qu'ils représentent et la constellation va ouvrir un champ d'informations qui nous permet d'accéder à l'inconscient familial, à votre inconscient familial, et qui va nous permettre de montrer ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été reconnu et ce qui a besoin d'être remis à sa place. Et donc, on va pouvoir accéder à ces blocages inconscients. Et l'idée de la constellation, eh bien, moi, je la facilite. On fait évoluer le rôle des représentants, on en fait rentrer d'autres. On va peut-être comprendre des choses, peut-être pas, ça fait partie de la constellation. Mais l'idée principale est de refaire circuler l'énergie dans le système familial, là où il y a eu des points de blocage. Dans toute histoire familiale, il y a des points de blocage inconscients, ça fait partie du transgénérationnel, et ça va être tout ce qui va être secret, non dit. Ça peut être aussi des deuils non faits, des deuils bloqués, ça peut être des personnes qui, pour X raisons, ont été exclues du système. Et donc voilà, dans toutes les histoires, on a des choses à explorer, et c'est vraiment la constellation qui va nous montrer cette dynamique. Alors, on va rentrer un petit peu dans le déroulement d'une constellation. Vous avez mentionné le choix des représentants. Comment se passe concrètement ce choix? Il y a des critères spécifiques? Alors, oui et non. C'est vraiment, moi j'aime bien expliquer que c'est la constellation qui sait à l'avance qui va être représentant. Alors, comme je vous le disais, quand vous venez poser votre sujet, je vous fais choisir des représentants. Donc, évidemment, en constellation, ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas du tout dans le mental. On est vraiment dans un travail qui se situe dans le corps et tout ce qui est important, ce sont les ressentis du corps. Donc, je vais vous inviter à suivre votre instinct et de choisir vos représentants, de les placer dans l'espace, mais ça peut être aussi des représentants qui se désignent spontanément, ou encore, ça peut être d'une autre façon que ça se fait, c'est-à-dire qu'on a commencé la constellation et d'un coup, des représentants qui sont assis dans le cercle et qui regardent ce qui se passe se mettent à être un petit peu, à avoir des ressentis assez particuliers ou des émotions fortes en relation avec ce qui se passe dans le cercle. Et donc, ça veut dire qu'ils sont appelés par la constellation, qu'ils sont dans une représentation et qu'ils ont pris un rôle sans le savoir. Et la constellation les invite à entrer. Après, voilà, ça passe aussi beaucoup par la personne qui facilite. Donc, en l'occurrence, moi, ça passe aussi beaucoup par les ressentis de mon corps. Et je peux être aussi amenée à désigner des représentants spontanément. Toujours est-il que pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'on les choisisse, qu'ils soient désignés, qu'ils se désignent ou qu'ils soient invités par la constellation, c'est parce qu'il y a une résonance particulière, souvent très inconsciente, qui fait qu'il va y avoir écho avec leur propre histoire et que ça va aussi travailler pour eux d'être représentants dans la constellation de quelqu'un d'autre. Donc, j'aime bien dire un peu pour plaisanter qu'il n'y a pas de hasard en constellation et que c'est souvent très évocateur le fait qu'on intervienne dans une constellation. Mais alors, une question, que se passe-t-il si une personne ne ressent rien en tant que représentant? Est-ce un problème? Alors, déjà, dans l'accompagnement qu'on met en place, c'est très important de poser un cadre, d'expliquer tout le déroulement, tout ce qui va se passer, de vraiment accompagner les personnes en les rassurant
sur le fait que oui, on est dans le corps, mais que leur mental et leurs doutes vont peut-être entrer en ligne de compte et leur jouer des tours en leur donnant l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir ressentir. Alors moi, j'aime bien dire que la première constellation, elle brise un peu la glace parce que souvent, il y a cette petite appréhension de je ne vais pas ressentir. Mais en vérité, que ce soit en constellation de groupe ou en constellation individuelle, c'est très rare que j'ai observé des personnes ne pas ressentir. J'ai 2 exemples à vous donner et ces 2 exemples sont quand même parlants, donc ça voulait dire qu'il y avait quand même quelque chose. Eh bien, lors d'une constellation, sur un événement que je donnais, on était 20 personnes dans le cercle. Il y avait un jeune homme, en effet, qui ne ressentait pas et qui manifestait pendant la constellation le fait de ne pas ressentir, contrairement à tous les autres participants qui, eux, avaient des perceptions dans le corps. Et en fait, il se trouve que ce jeune homme, à la fin de la constellation, est venu me voir en me disant, bah non, je ne ressens pas. Et puis la constellation se termine et il revient me voir 10 minutes plus tard en me disant, en fait, je pense qu'il y a quelque chose parce que je ne ressens toujours pas, je ne reviens pas à moi. Et finalement, en discutant avec la constellante, il se trouve que ce jeune homme avait le rôle de quelqu'un qui était mort lors d'une guerre. On ne savait pas où il était mort, on ne savait pas dans quelles circonstances et on ne savait même pas où il était enterré. Et finalement, son non-ressenti faisait partie intégrante de son rôle de quelqu'un qui était plutôt perdu par rapport à son système familial. Ça, c'est le premier exemple qui était intéressant. Et j'en ai un deuxième qui est plus récent, de quelqu'un qui est venu en groupe mais qui n'est pas forcément venu de sa propre initiative. Il est plutôt venu sur les encouragements et les conseils de son entourage et il est intervenu en constellation. Et il se trouve qu'il avait l'impression qu'il ne ressentait pas, c'est ce qu'il m'exprimait. Sauf que quand il intervenait dans la constellation, tous les autres représentants, eh bien, ça permettait d'amener des éléments à la constellation et tous les autres représentants avaient des sensations qui étaient complètement en interaction avec sa présence. Alors que s'il se retirait de la constellation, ça enlevait des éléments. Donc en fait, lui ne sentait pas qu'il était antenne, mais son antenne était complètement active et par la représentation, excusez-moi, le fait que les autres captaient sa présence et qu'il y avait interaction, il était complètement dans la constellation. Donc voilà, après, ça peut être les doutes, ça peut être le mental, mais encore une fois, c'est pas un travail du mental. Donc, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que très souvent, les gens sont assez bluffés justement de ce qu'ils vont ressentir, notamment après la première constellation. J'ai même parfois des personnes qui s'arrêtent en pleine constellation, qui se tournent vers moi et qui me disent mais c'est dingue ce qui se passe. Donc voilà, c'est rigolo. Vraiment, c'est très rare que ça arrive. Mais comment le thérapeute intervient-il pendant la constellation? Quel est précisément votre rôle? Alors, le rôle, il est multiple et il est avant tout de poser un cadre sécurisé en expliquant la façon dont ça va se passer. Donc, une constellation, c'est en groupe et puis on va chacun déposer des histoires très personnelles et très intimes. Et surtout et avant tout, on va peut-être découvrir des choses qu'on ne sait pas de sa propre histoire familiale. Donc, parfois, avec le regard du groupe, c'est pas toujours évident de se livrer. Donc, le cadre que je vais poser, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et avant tout, le non-jugement pour ce qui va se présenter. Ça, c'est vraiment très important. Ça permet de mettre les gens à l'aise et surtout aussi de respecter une forme de confidentialité pour ce qui va se dérouler devant les yeux de chacun. Dans ce cadre, il y a autre chose que je précise à chaque fois, c'est qu'on ne raconte pas ce qui s'est passé dans une constellation, on ne raconte pas ce qui s'est passé pour les autres et souvent, on évite de raconter ce qui s'est passé pour soi. Voilà, ça c'est le cadre, ça fait partie de l'éthique. C'est vraiment aussi important d'expliquer qu'il y a des grandes lois dans une constellation. Dans un système familial, il y a la notion d'appartenance qui va être importante, le fait que toute personne ait sa place dans le système familial. Il y a aussi la notion d'ordre qui va être importante, c'est-à-dire qu'on prend les générations dans l'ordre, on prend les fratries dans l'ordre, etc. Il y a aussi la notion d'équilibre entre le donner et le recevoir qui va être importante. Et pour que ces lois soient importantes, selon les principes de Bert Hellinger que je citais tout à l'heure, le non-jugement et la bienveillance sont clés. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des histoires un peu lourdes qui peuvent être dévoilées lors d'une constellation, comme par exemple l'inceste ou des abus ou des choses de ce type. Eh bien, s'il y a bienveillance et non-jugement, déjà la constellation va se passer
de façon plus harmonieuse. Donc, avant tout, le rôle du facilitateur et du thérapeute, c'est d'amener cette éthique et d'amener ce cadre de sécurité. Ça, c'est la clé numéro 1. Ensuite, une fois que la constellation a commencé, eh bien, moi, en tant que facilitatrice, je suis là, on est là pour remettre de l'ordre dans le système. C'est-à-dire que si on a une constellation à travailler, c'est que bien peut-être quelqu'un n'est pas à sa place dans le système, peut-être que quelqu'un a pris la place d'un autre par loyauté ou par amour. Et donc, il est bon de remettre de l'ordre. Et pour ça, avant tout, on se base sur ce qu'on appelle le phénoménologique, c'est-à-dire qu'on se base sur les ressentis du corps et on se base sur l'observation des représentants pendant la constellation. Donc, le rôle du thérapeute en constellation, c'est aussi d'avoir une grande écoute sur tout ce qui se déroule et sur ce que manifestent les représentants. Ça, c'est très important. Et avec ce phénoménologique, donc avec ce langage du corps, ce qui est assez incroyable en constellation, c'est qu'il y a un langage universel de la constellation. C'est-à-dire que même si on n'a jamais participé à une constellation, eh bien, dans une situation particulière, le corps va amener un ressenti particulier qui a une signification dans la constellation. Et ça, on peut prendre X participants différents. Si à un moment donné, on doit comprendre qu'il y a un deuil bloqué ou qu'il faut remonter 3 générations en arrière, toutes les personnes vont avoir le même ressenti qui va avoir la même signification. Donc voilà, moi, en tant que thérapeute, je suis là aussi pour lire le langage des constellations et savoir comment on va pouvoir continuer de la faciliter. Et je suis là aussi pour amener un cadre, c'est-à-dire qu'une constellation, c'est aussi par étapes, c'est aussi en douceur. On accueille ce qui se présente. On ne sait jamais à l'avance ce qu'une constellation va montrer. C'est-à-dire que quelque chose qui est essentiel, c'est que moi, en tant que thérapeute, je dois être dans la neutralité, je dois être dans l'objectivité, je ne dois avoir aucune intention. Et c'est bien pour ça que je ne demande pas à l'avance aux personnes ce qu'elles souhaitent travailler et je ne connais pas leur histoire. Je suis vraiment dans l'instantanéité de ce qu'on va travailler le jour J, c'est-à-dire que la personne arrive avec son sujet, arrive avec son histoire, mais moi, je ne sais rien d'elle. Ce qui fait que je vais pouvoir être en toute objectivité et ne pas projeter une analyse thérapeutique ou autre. Et ça, c'est essentiel en constellation. On reste dans le corps, il y a du non-jugement, il y a de l'accueil, de la spontanéité de ce qui se présente. Et évidemment, moi, avec mes lectures de constellatrice, eh bien, je fais replacer les personnes où elles doivent être. Je fais prononcer des phrases qu'on appelle des phrases solutions en constellation. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de la constellation, chaque représentant se sente bien, en particulier la personne pour qui on travaille, et que tout soit fluide, tout soit, entre guillemets, c'est pas le mot positif, mais que tout soit fluide et que chacun se sente à sa place. Et là, ça veut dire qu'on est au terme de la constellation. Et donc, avec toutes ces clés-là, eh bien, on a pu mener une constellation dans les règles de l'art. Vous avez utilisé le terme de facilitatrice. On peut comparer votre action à celle d'une accompagnatrice, d'une guide également? Alors, j'aime bien le mot facilitatrice et accompagnatrice parce que voilà, ça reste en toute neutralité. Mais oui, c'est ça en fait. Avec mon œil, avec mes ressentis et en équipe avec les ressentis des représentants, je peux accompagner le groupe sur les étapes suivantes de la constellation. Maintenant, la constellation, c'est elle qui montre. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien expliquer qu'on saute dans le grand bain à chaque constellation presque sans savoir nager. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais où ça va nous emmener. On ne sait jamais si on va apprendre quelque chose ou si on va comprendre. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. On est vraiment en dehors du mental. On est sur d'autres plans énergétiques, mais ça n'empêche pas la constellation d'opérer. Donc voilà, c'est vraiment surfer avec toutes ces règles-là. Et, euh, et moi, j'adore ça. Vous pouvez nous donner un exemple, j'allais dire concret, du déroulement d'une constellation et puis des prises de conscience qui peuvent en résulter? Bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple qui peut être assez générique. Par exemple, une femme vient en constellation, elle souhaite poser sa constellation, mais elle ne sait pas forcément quoi travailler. Moi, je vais toujours lui demander, quand les gens hésitent entre plusieurs sujets, quelle est la relation à sa mère. Généralement, 99% du temps, la relation à la mère est compliquée. Donc, on va poser des représentants pour elle et pour ses parents. Et là, la constellation va nous amener à observer un petit peu ce qui se passe chez ces différents représentants. Donc, je passe d'un représentant à l'autre, j'interroge quels sont les ressentis, est-ce qu'ils ont des ressentis les uns envers les autres,
comment elle se positionne. Enfin, on va observer tout ça. On va vraiment scanner tout ça dans la constellation. Et puis, très souvent, dans ce format de constellation-là, avec ce travail de départ, on va se rendre compte que la mère est bloquée dans un deuil. Donc, on va faire entrer l'objet de ce deuil, la personne qui est défunte. Et puis, on va très vite découvrir que probablement la mère a perdu un frère ou une sœur quand elle était plus jeune. Et là, on va observer que la constellation, elle peut amener à faire entrer les grands-parents, donc les parents de la mère. Et puis, on va découvrir que, en effet, la grand-mère a perdu un enfant et que la mère et la grand-mère sont complètement bloquées dans ce deuil de cet enfant qui est parti trop tôt. Alors, soit on le sait, et c'est connu dans l'histoire, soit on ne le sait pas, parce que c'est peut-être un enfant mort-né, dont l'histoire a été tue parce qu'il y a eu trop de souffrance. Toujours est-il que l'idée de cette constellation-là, c'est de reconnecter les personnes vivantes entre elles et de leur permettre d'accepter le départ de cet enfant, qui a évidemment été la plus grande souffrance de ces générations-là, et donc il a besoin de se reconnecter en fait à sa propre vie, tout simplement. Donc on va faire prononcer les phrases, on va faire les interactions, on va laisser aussi au rythme des corps de chacun les ressentis arriver, ce qui va amener des éléments différents et qui va nous permettre d'affiner ce travail. Et une fois que chacun reprend sa place dans le monde des vivants et pour cet enfant, on va dire dans le monde des défunts, eh bien, on va observer qu'il y a une reconnexion qui se fait dans le lien mère-fille, de la grand-mère à la mère, qui peut enfin se concentrer sur ses enfants qui sont restés en vie, plutôt que dans l'inconscient vouloir rejoindre celui qui est parti trop vite. Et puis du coup, la mère, qui était concentrée sur son frère ou sa sœur, va pouvoir aussi accepter d'être elle-même mère avec sa propre fille. Et donc, on va découvrir un lien mère-fille qui va se pacifier. Et les effets peuvent en être d'avoir une meilleure communication mère-enfant. Ça peut être aussi, parfois les liens sont rompus, donc ça peut être aussi des personnes qui reprennent contact et qui se mettent à se voir à nouveau, alors que ce n'était plus le cas depuis des années. Et puis aussi, pour celle qui est venue poser sa constellation, elle va pouvoir s'autoriser à vivre pleinement. Elle va pouvoir s'autoriser à prendre sa place. Elle va pouvoir s'autoriser à recevoir. Elle va pouvoir s'autoriser à se faire plaisir dans la vie ou à tomber sur des relations qui lui conviennent et non pas à se mettre dans des situations permanentes d'échec ou de rupture qui symboliquement rappellent un deuil qui n'a pas été fait dans son système familial. Donc voilà un petit peu un exemple qui peut se dérouler en constellation ou d'un sujet totalement approximatif, on va aller toucher quelque chose de clé dans son système qui va révéler un deuil, qui va révéler des dynamiques invisibles et inconscientes qui pourtant sont très palpables puisqu'une relation mère-fille est coupée, par exemple, mais qui derrière a un impact fort dans sa vie puisque elle ne peut pas s'autoriser à être heureuse. Donc voilà un exemple typique. Dans la manière de pratiquer les constellations familiales, il existe différentes variations. Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, il y a plusieurs écoles. On va dire qu'il y a deux grandes branches. Il y a la branche qui vient de Bert Hellinger. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment celui qui a mis au goût du jour les constellations familiales dans les années 90. On va vraiment explorer les dynamiques invisibles d'un système familial. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le fait que chacun soit à sa place dans le système, bien dans l'ordre et qu'il y ait vraiment un équilibre entre donner et recevoir. Mais il y a aussi quelqu'un qui a mis son empreinte dans les constellations, c'est Alejandro Jodorowsky, qui lui a repris le travail de Bert Hellinger, mais qui a associé en fait des actes qu'il appelle lui psychomagiques, c'est-à-dire que la constellation va être empreinte de davantage de rituels. Par exemple, un mariage qui n'a pas pu être fait, on va symboliser le mariage dans la constellation avec les représentants. On va vraiment utiliser des petites scénettes un petit peu symboliques pour pouvoir permettre de réparer ce qui n'a pas pu être accompli. Donc ça, c'est une autre façon de travailler. Et chacun, voilà, il voit son école chez les constellateurs. Mais il y a aussi des types de constellations différents. C'est-à-dire que là, on parle de constellations familiales, mais il peut y avoir aussi des constellations dites structurelles, qui là nous permettent vraiment d'avoir une approche très, très, très focus sur un but, sur un projet, sur un élément vraiment très, très précis. Et là, on est sur une constellation orientée vraiment solution. On a aussi dans ce dérivé-là les constellations d'organisation,
qui sont en fait des constellations professionnelles, où là, on peut intervenir pour une association, une organisation, une entreprise. Et l'idée d'une constellation d'organisation, c'est vraiment d'émettre des hypothèses, des pistes d'amélioration, des axes de travail, où par exemple, pour une entreprise, on va très concrètement poser l'équipe, si jamais il y a une dissonance au sein de l'équipe. On peut aussi poser le produit, le client, la vision d'entreprise, la stratégie. On peut vraiment poser des éléments très, très factuels inhérents au fonctionnement de l'entreprise, mais ça va nous permettre de comprendre quelle est la piste à suivre, quelle est la voie à suivre. Et ce qui est intéressant dans ces constellations-là, elles sont très pragmatiques, c'est que les personnes qui acceptent d'écouter ce qui sort de ces constellations, derrière, elles ont des beaux résultats en entreprise. Donc ça, c'est encore une autre façon de travailler, plus pour le professionnel. On va avoir aussi les mouvements de l'âme, ce qu'on appelle les mouvements de l'âme, qui viennent aussi de Bert Hellinger, où là, on va être plutôt sur, comme son nom l'indique, un mouvement, c'est-à-dire que on ne sait pas toujours pour qui on travaille ou ce qu'on travaille, mais on laisse les représentants bouger dans l'espace, écouter vraiment leurs ressentis. Et puis, ça peut être saccadé, ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent, mais c'est une fois que tous les représentants se sont arrêtés de bouger qu'on sait que la constellation est terminée. Voilà, donc là, c'est vraiment lâcher les attentes, lâcher le mental et accepter de ne pas comprendre ce qui se joue. Et après, moi, je travaille aussi avec des constellations spirituelles. Alors, c'est un petit format que j'ai mis en place où, en fait, je mets la personne en relation avec son guide spirituel. Donc, c'est des petits tableaux très simples, mais qui permettent d'amener des messages très forts. Et c'est très intéressant aussi de fonctionner comme ça. Et il y en a plein. Chaque constellateur a sa patte. Et après, chaque constellateur a sa façon de travailler. Mais voilà, dans les grands mouvements qu'on peut observer, je peux vous citer cela. De ce que je crois comprendre, le mécanisme des constellations familiales n'est pas totalement, j'allais dire, bloqué, il évolue perpétuellement, visiblement, depuis sa Il évolue création. perpétuellement. En fait, les constellations familiales sont très répandues à travers le monde entier. Il y en a dans beaucoup de pays, à travers vraiment beaucoup de pays, sur tous les continents. Et il y a des fédérations, des syndicats de constellateurs. Et il y a aussi des congrès internationaux de constellations familiales où chaque année, et en fait, l'intérêt des constellations familiales, c'est que c'est basé sur l'expérimentation. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure sur le langage un peu universel de la constellation. Ce langage, il a été découvert uniquement par la pratique. Et c'est par le fait d'observer que certains ressentis amenaient à une signification qui amenait le fait de dénouer la constellation, on a pu établir cette forme de théorie du langage des constellations qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit avec qui on travaille dans le monde, quel que soit l'âge, que la personne ne connaisse pas les constellations, on va pouvoir dénouer avec le langage du corps de la même façon. Donc c'est super intéressant d'observer ça et de savoir que c'est une pratique qui est très active, qui est très vivante à travers le monde, qui a évolué encore depuis Bert Hellinger et qui donc, chaque année, je sais que des constellateurs internationaux travaillent en visio, se réunissent, font des constellations soit sur des sujets d'actualité, soit sur des sujets personnels, mais ils nourrissent leurs pratiques les uns avec les autres et ça permet vraiment d'enrichir cette méthode qui est vivante. Je voudrais qu'on aborde un petit peu les principes clés. Vous avez parlé notamment de l'appartenance. Qu'arrive-t-il lorsque cette appartenance est niée ou rompue? On peut prendre l'exemple d'un enfant illégitime. Alors, le principe d'appartenance, selon Bert Hellinger, c'est que dans tout système familial, chacun a sa place et personne ne peut être exclu du système sous aucun prétexte. C'est-à-dire que quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été commis, une personne a sa place dans le système familial. Donc là, on rejoint à nouveau cette fameuse bienveillance et non-jugement, parce que selon les histoires, c'est pas toujours évident à se représenter, et pourtant c'est un principe vraiment fondamental en constellation. On ne peut pas exclure quelqu'un. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'exclu qu'il y a un petit peu un jeu de chaises musicales dans le système familial, parce que inconsciemment, ceux qui sont là veulent prendre la place de celui qui a été exclu ou veulent réparer ce qui a été commis et qui est amoral selon la société. Donc, il y a plusieurs façons d'exclure quelqu'un. En effet, alors non, on va effacer ce que je viens de dire là, on continue, mais ces petits bouts de phrases-là, on les effacera. Donc, en effet, un enfant qui a été adopté, un enfant qui a été placé, eh bien, qui va manquer dans ce qu'on va lui transmettre?
ce sont ses parents biologiques. Et s'il y a bien une chose qui est essentielle en constellation, c'est de toujours replacer les parents biologiques. C'est comme ça qu'on est rattaché à son système et c'est comme ça qu'on peut prendre vraiment pleinement sa place dans un système, y compris pour des enfants adoptés. Donc, on va poser les parents adoptifs, mais il est essentiel aussi de poser les parents biologiques. Après, il y a d'autres cas de figure qui font que quelqu'un va être exclu d'un système. Bah, ça va être, par exemple, comme je le sous-entendais, tout ce qui va être cas d'inceste, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est mort à la guerre, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça peut être, voilà, des choses un petit peu compliquées d'abus, etc., ou de violence. Ça peut être aussi tout simplement non, mais un homme qui part pour une autre femme et donc la mère a décidé de ne plus parler du père à ses enfants. Tout ça, c'est des absents dans le système, en fait. Et ça crée des trous et ça crée ce jeu de chaise musicale dont je parle qui fait que inconsciemment, ceux qui suivent vont vouloir réparer cette absence. Et donc, c'est là où il y a vraiment travail de constellation. Comment l'ordre est-il concrètement respecté dans une constellation? Vous pouvez nous donner par exemple des cas de situations où l'ordre est perturbé et les conséquences qui en découlent, bien que vous l'ayez quelque peu évoqué juste avant? Alors, le principe d'ordre, c'est un deuxième principe fondamental dans les constellations, puisque on prend les personnes du système familial par leur ordre d'arrivée, tout simplement. C'est-à-dire les générations les unes après les autres. Donc les grands-parents, ensuite viennent les parents, ensuite viennent les enfants. Et il en est de même au sein d'une fratrie. C'est-à-dire qu'au sein d'une même fratrie, on prend les enfants par ordre de naissance. Ça, c'est clé. Sauf que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce principe d'ordre n'est pas toujours respecté pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on garde secrètes, comme par exemple des fausses couches ou des avortements. Cependant, ces événements-là, eh bien, ils font partie intégrante de la fratrie. Une fausse couche ou un enfant qui a été avorté reste un enfant du système familial. Donc, ça arrive très souvent que ce principe d'ordre ne soit pas respecté parce qu'on n'a pas tous les éléments de sa propre fratrie. On n'est pas toujours au courant du fait que sa maman est avortée, on n'est pas toujours au courant du nombre de fausses couches qu'il y a eu, et pourtant, ces enfants-là, ils ont toute leur place. Donc, parfois, un enfant qui va être considéré comme l'aîné, alors qu'en fait, il est le deuxième parce qu'il y a eu une fausse couche avant lui, et ben inconsciemment, il va porter un poids trop lourd sur ses épaules, en plus du poids de la fausse couche, qui fait qu'il va jamais pouvoir se sentir complètement à sa place ou légitime dans ce qu'il entreprend. Et tout ça peut être remis en place en respectant ce principe d'ordre, c'est-à-dire que on va remettre les enfants chacun dans cette fratrie. Et souvent, eh bien non, on n'est pas trois, mais on est cinq. Idem pour les parents, non, on n'a pas trois enfants, mais on en a cinq. Donc voilà, ça, c'est des sujets qui reviennent très fréquemment. Il y a un deuxième sujet qui revient assez fréquemment pour ce principe d'ordre, c'est le phénomène de parentisation. C'est-à-dire quand, par exemple, pour des problèmes d'addiction, l'enfant devient le parent de son propre parent. Donc c'est lui qui va s'inquiéter de ce qui va se passer, c'est lui qui va prendre en charge son parent et il n'est plus à sa place d'enfant. Là, l'ordre est inversé et ça peut être, par exemple, une origine d'un lien parent-enfant qui est compliqué. Donc de la même façon, ce principe d'ordre, en étant rétabli, peut rééquilibrer les liens familiaux de parentalité. L'équilibre entre le donner et le recevoir s'applique uniquement aux relations familiales ou également à d'autres types de relations? Cet équilibre, il est aussi très important. C'est la troisième loi fondamentale des constellations familiales. Et alors, déjà, pour expliquer ce que c'est que c'est d'abord entre parents et enfants, donc en respectant le principe d'ordre, les parents donnent avec amour et sans rien attendre en retour aux enfants. Et les enfants, eux, reçoivent avec respect. Ça, c'est le principe d'ordre entre le principe, pardon, d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et donc, l'idée, c'est que les parents donnent et les enfants reçoivent, et ça ne se discute pas. C'est un principe de constellation très, très fort. Mais il y a aussi le couple. Et le couple, eh bien, on est sur deux adultes qui sont à égalité, qui doivent se donner chacun autant qu'ils reçoivent. Et parfois, dans les constellations, eh bien, les problèmes de couple peuvent aussi venir, on l'observe en constellation, quand ce principe n'est pas respecté au sein du couple. Et donc, juste parfois de le poser en constellation, ça permet d'apaiser des relations qui sont tendues, ça permet une prise de conscience sur une situation qui n'était pas claire, et donc on rétablit cet équilibre, et donc on refait circuler le lien, on refait circuler l'amour en fait. C'est vraiment ça qu'on fait.
Comment les constellations familiales abordent-elles les secrets de famille? Alors, la personne peut venir poser une constellation avec l'intention de découvrir un secret de famille parce elle n'a pas connaissance du secret, mais elle sait qu'il y en a, ou elle sait qu'il y a des non-dits dans son histoire familiale et elle a besoin de creuser, de comprendre. Pour autant, c'est pas parce qu'on veut découvrir un secret de famille que la constellation va nous amener à comprendre ce secret de famille. Donc ça, déjà, ça, c'est la première chose, c'est pas d'attente, c'est très important. Ensuite, eh bien, s'il y a besoin que ce soit révélé, l'intérêt d'arriver en secret de famille en constellation, c'est qu'on va pouvoir mettre de la lumière sur ce qui a été vécu. On va pouvoir libérer le porteur du secret qui parfois peut-être est dans une position de victime. Alors, je précise entre parenthèses qu'en constellation, il n'y a pas victime, il n'y a pas bourreau. Hein, ça, on l'a déjà un peu évoqué, c'est-à-dire que tout le monde est à la même position, il n'y a pas de jugement, d'accord? Ça, c'est très, très, très important en constellation. Pour autant, on va dissocier les personnes de leurs actes. Et donc, c'est comme ça qu'on va refaire circuler l'énergie dans le système familial parce qu'on va pouvoir remettre tout le monde à sa place de cette façon. Et c'est aussi ça qui est clé dans les secrets. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un enfant illégitime, ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, il y a des absents avec les secrets. Et en repositionnant ces absents dans le système familial, déjà, on remet tout le monde à sa place et ça permet de refaire circuler l'énergie là où elle ne circulait plus. Donc ça, c'est ce qui est très, très important. Maintenant, en constellation familiale et plus largement en transgénérationnel, le secret de famille, eh bien, c'est vraiment du domaine inconscient qui n'a pas été dit, qui n'a pas été révélé, mais qui pour autant va parfois se répéter, puisque ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, le secret va se répéter de génération en génération, comme en psychogénéalogie, tant qu'on ne l'a pas identifié, tant qu'on n'a pas mis de la lumière dessus, tant qu'on n'a pas révélé et qu'on n'a pas remis les protagonistes à leur place, eh bien, le secret peut se répéter. Et donc, ce qui est important quand on arrive là, c'est que on sait que le schéma, lui, va s'arrêter avec la constellation, puisque on a remis de la lumière, on a identifié la souffrance qui était à l'origine d'un gros nœud pour plusieurs générations, et ça permet vraiment d'interrompre le phénomène. Je voudrais qu'on aborde maintenant les applications et puis les limites que l'on peut exposer aux constellations familiales. Prenons un exemple très simple. Au-delà des problèmes relationnels et émotionnels, les constellations familiales peuvent-elles, par exemple, être utilisées pour des problématiques professionnelles ou liées à la santé physique? Alors, oui, oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien aborder les constellations sur l'aspect professionnel. Alors, il est tout à fait possible qu'en constellation professionnelle émerge quelque chose qui est de l'ordre du personnel et du familial. Mais dans ce cas-là, il est vraiment possible de scinder les deux, voilà, de dire, OK, on a vu, mais c'est pas maintenant qu'on va le traiter. Et donc, de continuer dans la dynamique professionnelle. Alors, on peut travailler pour une entreprise, on peut aussi travailler pour un entrepreneur, on peut travailler pour un thérapeute qui a du mal à se faire connaître, à se rendre visible, on peut travailler le rapport à l'argent. Voilà, on peut vraiment tout poser en constellation, y compris ce qui va concerner la partie physique. Alors, je vais faire une petite parenthèse éthique. Évidemment, aucun thérapeute, aucun praticien en constellation familiale ne peut demander d'interrompre un traitement médical ou ne peut se prononcer sur quelque sujet que ce soit à partir du moment où c'est médical ou sur un organe, etc. Tout ce qu'on va aborder à travers une constellation, si on doit traiter la partie physique, ce sera la résonance émotionnelle de la projection inconsciente de la personne. Mais j'ai déjà assisté à des constellations où eh bien, on va poser un organe en lien avec quelque chose qui s'est passé au niveau de la santé de la personne, mais ça pouvait tout à fait s'entremêler avec du familial ou avec, par exemple, le rôle de maman de la personne. Enfin voilà, c'est vraiment, ça a amené des éléments de compréhension émotionnelle pour la personne qui sont très, très intéressants. Et on va dans ce cas-là rentrer plutôt dans ce qui va toucher à la somatisation en fait. Quels impacts émotionnels et quels sont les impacts du stress sur la dimension physique de la personne. Et c'est toujours intéressant de le poser en constellation pour vraiment toujours refaire circuler là où il y a des points de blocage, tout simplement. C'est toujours ça qu'on fait, hein. C'est rien de plus. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut poser des constellations sur les sous-parties du moi. Donc, voilà, si je me sens désalignée, si je me sens encore une fois pas à ma place, etc., on peut toujours poser le corps, le cœur, l'esprit. Enfin, voilà, ça peut être, c'est pas forcément lié à la santé de la personne, mais plutôt à des dimensions internes de la personne. Et c'est très intéressant aussi pour réconcilier la personne avec elle-même de travailler comme ça.
Est-ce que recourir aux constellations familiales indirectement, ça peut permettre j'allais dire, de résoudre par exemple un état dépressif, des phobies, des addictions, même si ça n'était pas prévu originellement, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut vraiment tout poser en constellation. Il n'y a pas de limite. La contre-indication principale d'un travail en constellation, ça va être de s'assurer qu'il n'y a pas de troubles psychotiques chez la personne pour éviter tout ce qui est phénomène de dissociation. Mais ça, c'est pas propre à la constellation, c'est propre à plein d'accompagnements. Donc, en dehors de ça, on peut tout travailler, on peut aborder bien ce que je disais, des choses plus générales, de ne pas se sentir à sa place, de savoir qu'il y a des secrets, des non-dits. On peut aussi aborder le fait d'avoir l'impression de porter une histoire qui n'est pas la nôtre. On peut aborder des problématiques professionnelles, des problématiques de réalisation, de tomber toujours sur les mêmes types de relations. On peut très bien travailler les addictions, on peut travailler la relation à l'argent. Enfin, on peut vraiment travailler énormément de choses. Et après, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, la constellation va nous emmener à une origine parfois qui n'a rien à voir. Une fois, j'ai travaillé, on a posé une constellation sur l'argent. Et alors là, celle-là, je m'en souviens bien parce que c'était assez incroyable. On est arrivé sur un secret de guerre dans les tranchées et l'ancêtre avait dû abréger les souffrances d'un ami. Et donc, en fait, ça a bloqué toute la dynamique par rapport à l'argent dans la lignée. Pourquoi? On n'a pas forcément compris. Par contre, ce qui est sûr, c'est que derrière, après, pour la personne, ça allait mieux dans son rapport à l'argent. Donc, voilà, la constellation peut vraiment nous faire voyager. On ne sait pas où on va atterrir. Et c'est toujours intéressant de se dire, bon, bah, ok, je pars avec ça, je sais pas où je vais. Par contre, on va refaire circuler quelque chose. Vous avez évoqué les contre-indications, le phénomène de dissociation ou des personnes qui seraient quelque peu, j'allais dire, dans une sorte de détresse psychologique. Quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer vraiment dans une constellation familiale? C'est vraiment celle-là, vraiment s'assurer, mais moi, là, c'est moi en tant que thérapeute et tout constellateur que la personne ne présente pas de trouble psy. Après, mis à part ça, j'ai plus envie de dire que c'est est-ce que la personne en a vraiment envie? Est-ce que c'est parce qu'on l'a poussé à le faire? Ça aussi, c'est important, ça fait partie de l'éthique. Le peu de fois où j'ai des personnes qui viennent et qui me disent ah bah voilà, on m'a conseillé ci, on m'a conseillé ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles veulent elles. C'est pas ce qu'on leur a dit, c'est pas ce qu'on leur a proposé. C'est est-ce que c'est vraiment leur démarche personnelle ou est-ce que ça fait partie de quelque chose où elles se sentent obligées de. Ça, c'est très important. Et après, bah, comme je le disais, on peut tout travailler. Donc, ça va vraiment venir de la personne. On peut aussi faire une constellation sans avoir de sujet à l'origine. On vient en constellation, on sait qu'on veut en faire une. Et après, moi, je vais faciliter, je vais amener la personne à. On va trouver un angle de travail, forcément. Après, il y a autre chose qui est important par rapport au fait de le vouloir ou pas, c'est que éthiquement, il n'y a pas de séance baguette magique. Que ce soit en constellation familiale ou dans toute autre thérapie brève, il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas en une séance ou en une constellation qu'on va régler tous ces problèmes, qu'on va pouvoir se libérer de tout ce qu'on porte. Ça n'existe pas dans aucune méthode. Donc déjà, ça, c'est très important de le souligner. Ce que j'explique souvent, c'est que c'est un chemin. La constellation, soit va nous permettre de faire un grand pas dans ce chemin, parce que c'est souvent quand même orienté solution, hein, on peut très souvent sentir les effets de sa constellation, ou alors des fois, ces effets vont être plus impalpables, et donc ce pas, il sera plus petit, mais il ne sera pas moins important, parce que si la personne travaille sur elle par ailleurs avec d'autres méthodes, c'était peut-être une constellation, un pas invisible qui permettait d'aller plus vite via d'autres méthodes. Donc, il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment comme la pratique d'un sport, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait du sport une fois qu'on est sportif. Eh bien, voilà, ma vision de toutes ces méthodes de mieux-être, c'est vraiment ça. C'est parfois le pas il est significatif, parfois c'est plus invisible et c'est OK. Ce qui est très important dans tout ça, c'est de lâcher les attentes absolument parce que encore une fois, on ne sait jamais où la constellation nous emmène. Si on a projeté quelque chose avec un résultat, c'est pas, voilà, ça, je l'explique toujours aux personnes. Si on a trop d'attentes, si on attend quelque chose de précis, on risque d'être déçu parce que ce n'est peut-être pas l'objet de ce que la constellation va montrer. Et comment les constellations familiales se situent-elles par rapport à d'autres approches thérapeutiques, que ce soit la psychothérapie classique ou la psychanalyse, par exemple? Alors, la constellation, ce que j'aime bien avec la constellation, c'est qu'on est vraiment dans le corps. On est vraiment avec le langage du corps et on accède vraiment
à quelque chose qui, comme je le disais, on est sur le phénoménologique et on va du coup observer les réactions et les ressentis des représentants dans ce qu'elles vivent à travers leur corps. Donc, c'est une expérience à part entière et en plus, on est dans une projection spatiale de ce qui peut se passer dans un inconscient familial. Donc, la constellation est très vivante finalement. Elle est très vivante et très concrète. Pour autant, on n'est pas en train d'interroger le mental, on n'est pas en train d'interroger les doutes, on n'est pas en train d'interroger une partie de nous qui pourrait mettre les choses en déni ou être dans l'évitement ou vouloir se raconter une certaine version des faits. Ce que j'explique souvent, c'est que la constellation, surtout quand on travaille avec des personnes qu'on ne connaît pas, ce qui est le cas quand on est en groupe, elle va amener une forme d'objectivité. Et parfois, elle ne va pas montrer ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que justement, nous, on s'est peut-être projeté une certaine version de notre histoire, et la constellation, elle va montrer autre chose, parce qu'il y a autre chose de possible et une autre façon de faire circuler l'énergie. Donc c'est ça que je trouve intéressant en constellation. C'est qu'on ne va pas décortiquer, on va vraiment amener, on va sortir de ce qui se passe là, et on va amener une représentation différente, et ça va vraiment nous amener sur des clés de compréhension ou pas, différentes. Pourtant, ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment parfois des résultats nets. C'est-à-dire que on a des personnes qui reprennent contact. Alors, quand je dis les personnes reprennent contact après une constellation, suite à des années de rupture dans une relation, c'est pas la personne qui a posé sa constellation qui reprend contact, c'est l'autre personne dans la relation qui n'était plus en contact. Donc, une mère, un enfant, un frère, peu importe. C'est l'autre qui n'a pas conscience de la constellation qui reprend contact avec le constellant. Donc, c'est ça qui est très fort. Et souvent, très rapidement après la constellation. Mais on va aussi avoir des personnes qui se mettent à retrouver des envies très nettes de projets pour monter une entreprise, pour se lancer dans une nouvelle carrière, tomber enfin sur des relations qui sont saines, se sentir enfin à sa place et heureux de vivre. Ça peut être voilà, vraiment plein de choses. Quels sont les effets d'une constellation familiale? Alors, il y a beaucoup d'effets différents. Ce que j'aime bien expliquer quand même, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose en particulier. Ça peut être de tout ordre. Ça peut être en effet quelque chose qui se passe précisément dans la vie de la personne. Donc, à nouveau, une relation qui est renouée, un projet qui se développe alors que c'était complètement figé. J'ai même l'exemple de situations administratives complètement bloquées qui se sont dénouées dans les jours qui ont suivi. Ça peut être vraiment voilà, un mieux-être, de l'apaisement. Ça peut être en lien avec plein de choses, mais ça peut aussi être plutôt des vérités qui sont dévoilées. Dans la foulée de la constellation, quand on a travaillé un sujet particulier, peut-être que la personne ne va pas sentir forcément un déblocage particulier. Par contre, d'un coup, il va y avoir des choses qui vont lui être révélées. Et ça, j'ai plusieurs exemples comme ça, notamment des personnes dans leur couple qui, il y a eu des aveux au sujet ou d'infidélité ou à l'inverse des projets qui sont repartis. Et aussi d'autres sur des secrets en lien avec un héritage. Voilà, j'ai eu aussi des retours sur ok, il n'y a pas ça concrètement qui a changé dans ma vie, mais j'ai quand même eu une vérité qui est venue répondre à tout ce que je ruminais et tout ce qui a fait que je suis venue poser une constellation. Et ça, pareil, sans que la personne pose la question, ce sont des choses qui sont venues à elle directement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs niveaux d'effet des constellations. Mais voilà, souvent, on est vraiment sur un mieux-être. Et encore une fois, c'est un pas dans un autre travail. Donc, très souvent, moi, je recommande de ne pas surconsommer la constellation. On fait une constellation, on ne retravaille pas le même sujet plus tard. On fait confiance à ce que la constellation a montré. La constellation, elle peut agir entre tout de suite, quelques jours, quelques semaines, mais aussi quelques mois. Donc, soyons patients, lâchons les attentes et observons le changement. Existe-t-il des risques de dérive ou d'abus dans la pratique des constellations familiales? Et si oui, comment les éviter? Là, encore une fois, ce qui va être important, c'est l'éthique du thérapeute. C'est-à-dire que, OK, on ouvre un champ, OK, on accède à des informations de l'inconscient du système familial. Par contre, en tant que thérapeute ou en fonction de ce qui va se jouer dans la constellation, on n'est pas là pour affirmer des vérités. J'ai déjà entendu des personnes venir à moi pour faire une constellation et me dire que
elles avaient eu des expériences pas forcément très heureuses, où on leur avait affirmé que leur père n'était pas leur père, que, enfin voilà, c'est quand même des vérités qui sont affirmées et ça, c'est pas OK. Éthiquement parlant, on n'est vraiment pas là pour imposer une version de sa propre histoire à la personne. Il n'y a que la personne qui sait ce qui résonne pour elle et qui va prendre ce qui résonne pour elle. D'autant plus que de mon expérience, la constellation n'est pas si catégorique. Elle amène à des pistes, à des axes, mais encore une fois, on ne va pas forcément tout comprendre. Et des fois, on apprend des choses, mais par des bribes. C'est pas aussi catégorique. Sinon, ça veut dire qu'on est dans le mental, dans la projection, dans l'intention, et pas dans la constellation elle-même, puisqu'on écoute uniquement les ressentis du corps. Donc, on n'est pas censé avoir une histoire aussi précise. Ça, c'est très important en constellation. Donc, voilà, moi, ce que je vois, c'est éviter d'affirmer des vérités. C'est très important. Après, en termes de dérive, veiller à ce que son client ne soit pas dans la surconsommation. Ça, c'est très important aussi. Une constellation, on ne retravaille pas le même sujet tant qu'il n'y a pas un grand laps de temps qui s'est déroulé. Et puis, on veille à ce que la personne ne soit pas toujours en demande de refaire des constellations systématiquement. Certains disent qu'une constellation par mois, c'est OK. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, je n'incite pas les personnes à faire des constellations trop souvent. Ça, c'est aussi important. C'est la deuxième chose que je constate. Si je sens que de façon générale, la personne est en surconsommation de séances, pas que en constellation, je la préviens. Je lui indique qu'il faut aussi le temps à son corps d'intégrer tout le travail qu'elle fait dans toutes les méthodes qu'elle fait et que sinon, bah, on pédale dans le vide, en fait, et que c'est pas bon pour elle. Donc moi, je vois ça. Prise de pouvoir ou surconsommation, ça, c'est deux écueils, mais le thérapeute, quand il est correctement formé et qu'il a une bonne éthique, veille à ces points-là pour que la personne ne tombe pas dedans. Je voudrais qu'on aborde pour conclure cette émission quelques aspects plus personnels liés aux constellations familiales. Quelle est notamment votre expérience personnelle avec ces constellations en tant que praticienne? Alors, moi, je trouve ça absolument fascinant comme méthode. J'adore ça. Je trouve ça. Alors, ça, c'est le mot souvent des personnes qui pratiquent pour la première fois. Je fais beaucoup découvrir la méthode encore. Alors, il y a un petit phénomène de mode grâce à la série Netflix Le chemin de l'Olivier. J'en parle quand même parce que beaucoup de personnes qui viennent en constellation pour la première fois faisaient peut-être déjà d'autres méthodes, mais ne connaissaient pas encore et ont découvert grâce à la série. Donc ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve très, très intéressant dans ces personnes à qui je fais découvrir, eh bien, c'est qu'il y a souvent le mot puissant qui ressort. En effet, quand on se retrouve antenne pour la première fois, donc représentant pour la première fois dans une constellation, c'est très bluffant. Ce qu'on va ressentir à travers le corps. Et ça peut être, je me souviens de ma toute première expérience à moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de la personne et je ne tenais pas sur place. J'étais totalement en déséquilibre, ce qui ne m'arrive pas, ce qui ne m'arrive jamais. Et je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps à partir du moment où j'étais dans ce cercle de la constellation. Et finalement, eh bien, bon, je peux dire maintenant, parce que c'était il y a suffisamment longtemps, je jouais une mère endeuillée qui a voilà, qui ne s'est jamais remis de ce poids-là dans sa vie, qui n'a jamais trouvé son équilibre. Et c'était dingue que mon mental ne savait pas analyser ce qui se passait dans mon corps. Par contre, ce qui se passait dans mon corps était plein de sens par rapport à l'histoire de la personne et à l'histoire de sa mère, et donc qu'elle portait elle-même inconsciemment. Donc ça, c'est ma première expérience à moi en tant que, on va dire, représentante. Et après, ben voilà, je suis aussi kinésiologue, je fais parler les ancêtres à travers la kinésiologie. Pour moi, la suite logique et naturelle de ce que je fais en kinésiologie, ça a été de me former en constellation. Et donc, très vite, je suis arrivée en constellation. J'ai trouvé ça absolument fascinant et je suis toujours autant fascinée aujourd'hui par cette méthode. J'adore animer des groupes, j'adore aussi faire des constellations individuelles et c'est vraiment un plaisir bien, de voir cette intelligence du système familial, de voir cette intelligence du corps, cette intelligence du ressenti, qui nous connecte aussi à nous-mêmes. Parce que quand on a vécu une constellation, on se rend compte qu'on devient canal dans une constellation. Et pourtant, c'est pas forcément des personnes qui ont des prédispositions médiumniques ou autres, hein. Il n'y a rien de médiumnique. Pour autant, quand on est placé dans la constellation, on est canal. Et c'est vraiment une expérience à part entière, d'autant que les autres représentants nous font bouger nos ressentis. Donc, c'est aussi assez drôle de voir parfois dans des constellations des personnes qui se connaissent pas du tout avoir un besoin de s'enlacer parce qu'elles jouent une relation forte, par exemple entre un frère et une sœur. Ils ne se connaissent pas et donc ça crée des proximités dans les groupes que j'anime. Il y a toujours beaucoup de bienveillance ou à l'inverse, avoir une aversion pour le représentant d'à côté parce qu'il y a eu de la haine dans l'histoire
avec cette personne. Enfin, c'est vraiment très fort. Et voilà, je trouve que c'est passionnant. C'est passionnant j'ai toujours été nourrie par comprendre l'histoire de chacun, par l'histoire des ancêtres. Et c'est vraiment, je trouve, une merveilleuse méthode pour aller dénouer tout ça, pacifier tout ça aussi. Parce que ce que je trouve absolument génial dans le travail transgénérationnel, c'est que par des méthodes de thérapie brève, on va pouvoir aider des personnes qui ne sont plus là à apaiser ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles n'ont pas pu accomplir, ce qui aide les générations suivantes. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est vraiment passionnant. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux personnes qui envisagent de découvrir les constellations familiales? C'est de se faire confiance, c'est de savoir si elles en ont vraiment envie. C'est de leur dire aussi qu'il y a des approches avec beaucoup de douceur et de bienveillance. C'est pas parce qu'on va découvrir des choses de son histoire que ça va être dur et que ça va être compliqué à gérer ensuite. Vraiment, certains constellateurs, et j'en fais partie, ont vraiment une approche très enrobante, très en douceur pour justement que et le décollage et l'atterrissage de la constellation se fassent le mieux possible. Ça, c'est très important dans le respect de chacun à son rythme. Et puis, j'ai envie de leur dire aussi qu'il y a différentes façons de participer à une constellation familiale. Si on n'est pas à l'aise avec le groupe, on peut le tenter en individuel. Et aussi, ce qu'on peut faire, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est qu'il y a deux façons de s'inscrire. On peut être soit représentant dans une constellation, soit on est constellant, donc on vient poser sa constellation. Donc, vous l'avez compris maintenant, si on est représentant, on est antenne dans la constellation, donc on est choisi pour les différents rôles. Si on est constellant, on va venir poser sa constellation, mais on va être aussi antenne dans les constellations des autres. Eh bien, on peut décider de venir pour une première approche, soit uniquement en observateur. Je viens, je regarde ce qui se passe dans un groupe, je n'interviens pas, je ne suis même pas antenne, mais on peut aussi être juste représentant. Donc, je vais vivre l'expérience d'être antenne. Ça va résonner dans mon histoire parce que les groupes ne se forment pas au hasard. Ça va quand même travailler pour moi, hein. Petite parenthèse, j'ai des personnes qui ne viennent que travailler en tant que représentants. Elles ne viennent jamais poser leur constellation, mais ça travaille quand même beaucoup pour elles. Et donc, si je viens que en représentant, c'est quand même un premier pas plus doux aussi. C'est-à-dire que voilà, j'ai l'impression que c'est les histoires des autres qui se jouent et je me sens moins impliquée. Et si jamais je ne suis pas à l'aise avec ce que ça peut révéler pour moi, eh bien, j'ai cette distance-là, je ne pose pas ma constellation. Et à l'issue de cette expérience-là, eh bien, j'ai des personnes qui vont me dire, ah bon, moi, je pose ma constellation individuellement parce que je suis pas trop à l'aise avec le groupe. Ou alors, j'ai des personnes qui se lancent tout de suite ensuite pour leur propre constellation en groupe et ça a permis de briser la glace, en fait. Une question ultime de ma part, mais cette fois beaucoup plus pratique. Le déroulement de constellations familiales ou leur mise en place peut-elle survenir à distance ou ça se fait en groupe uniquement en cabinet ou en séance? Comment ça se déroule concrètement? Alors concrètement, je fais aussi des séances en visio, hein. Alors là, dans ce cas-là, ça va être plutôt des séances individuelles, mais j'en ai de plus en plus des personnes. On travaille en visio. Alors souvent, les constellateurs en visio ou en distanciel, ou en individuel, tout simplement, ils vont utiliser des petites figurines. Moi, j'aime bien utiliser des papiers au sol. Donc, la personne est dans son espace à elle, et tant mieux, il y a plus de neutralité. Et donc, elle va écrire les noms des représentants sur des bouts de papier et elle va monter debout sur les bouts de papier et switcher d'un papier à l'autre, ce qui fait son corps va être antenne, comme si elle était dans une constellation de groupe. Elle est debout sur les papiers et ça va amener d'autres niveaux de compréhension. En individuel, l'intérêt, c'est qu'on est soi-même tous ses propres représentants. Et en groupe, bah, ce qui est intéressant, c'est la force du groupe. Donc, on peut travailler en visio ou sinon, on peut travailler en groupe. Et là, je vais le faire plutôt en présentiel. Donc, les groupes en présentiel et en individuel au cabinet ou en individuel en visio. Donc, vous avez compris, si vous êtes intéressé par les constellations familiales, les coordonnées de Cécile Maréchal s'affichent à l'antenne, à l'écran plus précisément. N'hésitez pas à la contacter. Un grand merci, Cécile, pour cette Merci émission. infiniment, Stéphane. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission dont le thème reste à choisir ensemble, mais qui sera une fois de plus passionnante. Merci. Merci Au à revoir. vous. Au revoir.